Alors, la dernière fois, nous avions commencé à parler un peu de diaphragme. Et dans ce diaphragme, ce sont les poissons qu'on avait déjà présentés. Et pour les présenter, on a d'abord parlé des cartilagineux. Parce que les poissons, ce sont les poissons cartilagineux et les poissons osseux. Les poissons cartilagineux et les poissons osseux ont en commun un certain nombre de caractères que nous avons cités dans le cadre général. Donc, en parlant un peu des éléments, des appareils de la fonction de relation, ensuite les appareils de la fonction de nutrition et enfin les appareils de la fonction de reproduction. Alors, pour la fonction de relation, les appareils qu'on peut citer, c'est l'appareil tegumentaire, le tégument. Il y a la musculature, le cycle nerveux, les organes de sang. Pour la fonction de nutrition, vous avez l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire. Et pour la fonction de reproduction, c'est essentiellement l'appareil de reproduction, mais dans certains cas, il y a un lien fonctionnel entre l'appareil reproducteur et l'appareil excréteur. Et dans ce cas-là, on parle d'appareil urogénital. Quand on parle d'un appareil urogénital, c'est parce que justement, il y a un lien fonctionnel entre l'appareil urinaire ou excréteur et l'appareil reproducteur. Donc l'appareil excréteur, il est à cheval entre la fonction de nutrition et la fonction de reproduction. Alors ces poissons, vous avez donc le caractère cartilagineux qui est un caractère primitif et le caractère osseux qui est un caractère plus évolué. Alors, les poissons osseux, essentiellement, wow, comment c'est là? Comment t'allez? Ça va, ça va. Non, on tient encore. On est debout et on fait coup. Alors donc pour les poissons osseux, ce sont les ostéchiens qui sont ici illustrés par les quelques exemples que je vous ai cités. Alors ces exemples, vous avez d'abord l'esturgeon, ensuite le polyptère, ensuite vous avez le lépizosté, puis Neoceratodus, Prochopteris, Lepidosirène et enfin le sélacan. Alors, ce sont des poissons qui sont représentatifs de l'ensemble des taxons, des différents groupes de poissons. Alors, il y a ce qu'on appelle les actinoptérygiens. Les actinoptérygiens, ce sont les paléoniciformes, les chondrostéens, les holostéens et les téléostéens. Alors, je n'ai pas apporté d'illustration pour chacun de ces exemples, mais vous avez en particulier pour les chondrostéens les esturgeons et vous avez les holostéens le lépizosté. Pour les téléostéens, il y a un document sur les poissons, donc une sorte de guide d'identification des poissons marins des côtes sénégalaises. Ce document aussi, je pense qu'il permet d'illustrer très largement ce groupe de téléostéens. Par contre, les paléoniciformes, ce sont des fossiles. Ce sont des fossiles. Donc, paléoniciformes, chondrostéens, holostéens, téléostéens ont un statut d'infraclasse. Et vous avez ces 4 infraclasses qui constituent la classe des actinoptérygiens.
À côté de cette classe des actinoptérygiens, vous avez la classe des brachyptérygiens. Les brachyptérygiens qui sont représentés par le polyptère, la figure 7. C'est un poisson d'eau douce, de fleuve en particulier. Il y a troisième sous-classe, c'est celle des dipnestes, représentée par les figures 9, 10 et 11. C'est-à-dire il y a trois genres, les genres Neoceratodus, Protopterus et Lepidosirène. Il ne faut pas confondre le protoptère et le polyptère. Ce ne sont pas des poissons de même statut. Hein, c'est des poissons qui appartiennent à des sous-classes différentes. Tous les deux sont des poissons pulmonés, mais la position systématique n'est pas la même. Hein, donc il ne faut pas confondre le polyptère et le protoptère. Et enfin, quatrième sous-classe, c'est celle des coélacantes, c'est-à-dire la sous-classe des crossoptérygiens, représentée actuellement par seulement les coélacantes. C'est la seule survivante de la sous-classe des crossoptérygiens. Et donc, à ce titre, il est une espèce protégée. Donc, vous voyez qu'ici, les polyptères, les dipnestes et les crossoptérygiens, ce sont des poissons pulmonaires. Ce sont des poissons pulmonaires, donc, qui, en plus des branchies, utilisent les poumons comme organe respiratoire d'appoint, c'est-à-dire de secours. Hein, quand le poisson est dans une situation respiratoire assez difficile, souvent ils ont recours à ces poumons pour compenser, pour aider à satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Alors, les poissons présentent un certain nombre de caractères qui n'ont pas le même statut, hein, qui n'ont pas le même statut évolutif. Il y a certains caractères qu'on considère comme étant des caractères anciens, primitifs, et d'autres qui sont des caractères plus évolués. Et donc, en donnant ainsi à chaque caractère un statut, on a pu établir aussi une certaine phylogénie, c'est-à-dire établir un ordre de succession entre les différentes espèces de poissons. Donc, entre les différents groupes de poissons, mais entre aussi dans un groupe, entre les différentes espèces d'un groupe de poissons. Alors, je vous avais présenté déjà dans un tableau, sans être exhaustif, un certain nombre de ces caractères. Il y a des caractères que l'on dit primitifs, c'est-à-dire qui sont dans un état malacoptérygien, et d'autres qui sont dits évolués, qui sont dans un état acantoptérygien. Donc ça, c'est quelques exemples seulement. Quand vous comparez des poissons, il faut donc essayer simplement de voir ces caractères sur les spécimens et voir déjà avoir une idée de l'état primitif ou de l'état plus ou moins évolué du poisson. Bon, je pense aussi ce qui a été dit pour les poissons. En ce qui concerne le texte, il n'y a pas eu de problème majeur. Hein? Il n'y a pas de problème majeur. Je ne sais pas si vous avez lu, mais au niveau de cette lecture, il y a peut-être un certain nombre de termes qui peut-être pourraient être des termes nouveaux. Quand, par exemple, au niveau de l'écaille, on parle de l'écaille de type ganoïde ou cosmoïde, élasmoïde ou ténoïde. Bon, ça, c'est des termes qui, certainement, vous avez dû rencontrer. Quand on fait allusion au caractère ganoïde ou au caractère cosmoïde de l'écaille, c'est en référence, on fait référence à la composition chimique de l'écaille. Ganoïde, cosmoïde. Donc il y a des écailles de type ganoïde et des écailles de type cosmoïde. Les écailles de type ganoïde sont des écailles qui sont faites à base de ganoïde et ici à base de cosmide. Hein? Ce sont simplement des produits, des substances chimiques dominantes dans
la composition chimique de l'écaille. Maintenant, il y a des écailles que l'on dit ténoïdes et d'autres qui sont cycloïdes. Ténoïdes et cycloïdes. Le type cycloïde est une écaille lisse. Normalement, quand on prend une écaille, en général, on a des stries sur la surface de l'écaille. Il y a des stries qui sont des stries concentriques. Il y a des stries concentriques sur une écaille de poisson. Il y a certaines écailles dont la surface est lisse, ce sont des écailles de type cycloïde. Et il y a d'autres qui, en plus d'avoir une surface lisse, il y a aussi une partie, la base de l'écaille en général, qui présente des sortes d'épines. Donc ça, c'est le type ténoïde. Dans le type cycloïde, toute la surface de l'écaille est lisse. Dans le type ténoïde, vous avez une partie lisse et une partie épineuse. En général, c'est cette partie épineuse qui est enchâssée dans la chair du poisson. Donc la partie visible de l'écaille, en général, c'est celle-ci. Hein? Donc c'est les écailles en général qui sont imbriquées un peu à l'image des tuiles d'un toit. Bon, en suivant l'ordre évolutif, après les poissons, on passe au tétrapode. Les tétrapodes, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Là aussi, j'ai commencé par vous présenter, comme je l'avais fait pour les poissons, l'ensemble des classes de poissons, par vous présenter les caractères communs à l'ensemble des tétrapodes. Je pense que c'est sur la page 24. Donc, pour ce qui concerne la fonction de relation, vous avez d'abord le tégument qui présente un épiderme de type corné, encore incomplètement chez les amphibiens. Donc ici, l'épiderme présente des écailles cornées. Le squelette est bien ossifié. Vous avez une suspension du splangnocrâne toujours autostylique, de type autostylique. Réduction des arcs viscéraux autres que les premiers. Articulation du crâne avec la première vertèbre par au moins un condyle. Un condyle étant une surface d'articulation. Ceinture pectorale non rattachée au crâne. La ceinture pelvienne rattachée à la colonne vertébrale. Donc plus exactement à la région sacrée. Il y a encore des membres impairs chez certains amphibiens. Bon, les membres impairs, ce sont les nageoires. En réalité, ce sont les nageoires dorsales, caudales et anales. Ces nageoires, on constate leur présence chez certains amphibiens. Donc ça, ce sont quelques caractères qui sont primitifs que l'on retrouve chez les amphibiens.
mais en général à l'état larvaire, et chez quelques adultes aussi, qui gardent quelques caractères larvaires. Et c'est ça qu'on appelle la néothénie. Alors en ce qui concerne la musculature du tronc est moins régulière que chez les poissons. En général, il y a une prédominance de la musculature des membres. Le système nerveux comprend, il y a un système nerveux de la vie de relation, c'est-à-dire l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs. Il y a ici, on constate qu'il y a une prédominance des hémisphères cérébraux. Les hémisphères cérébraux qui s'affirment avec l'évolution. Donc on va constater dans les groupes ultérieurs, c'est-à-dire chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, qu'il y a des hémisphères cérébraux qui vont être de plus en plus développés et qui vont avoir une structuration de plus en plus complexe. Les nerfs crâniens 11 et 12 existent seulement chez les amniotes. Alors en ce qui concerne les organes de sens, il y a apparition d'une oreille moyenne avec columelle. Dans l'oreille interne, la lagena prend de l'importance. Alors ici, contrairement à ce qu'on a observé dans le groupe précédent, c'est-à-dire chez les poissons, vous avez apparition d'une oreille moyenne. Et dans l'oreille interne, vous avez encore une structuration un peu plus compliquée. Donc il y a un perfectionnement de l'audition chez les tétrapodes comparés aux poissons. Pour ce qui concerne la fonction de nutrition, c'est-à-dire l'appareil digestif d'abord, on note une individualisation et un perfectionnement de la langue. Individualisation aussi de l'estomac. Chez les poissons, on avait dit qu'il n'y a pas de délimitation nette entre, disons, l'œsophage et l'estomac. Donc ça faisait simplement un tube, mais il n'y a pas une dilatation de ce tube œsophagien pour former un estomac. Ici, il apparaît un estomac chez les tétrapodes, qui a commencé par les amphibiens. L'intestin qui devient plus long n'a plus de valvule spirale. Alors l'appareil respiratoire est pulmonaire et il y a importance chez les amphibiens de la respiration cutanée et de la respiration bucco-pharyngée. La respiration bucco-pharyngée, c'est la respiration qui est réalisée à partir de la muqueuse buccale et de la muqueuse du pharynx. Pour l'appareil circulatoire, ici on a une circulation double avec des veines caves et des veines pulmonaires. Alors ici les veines pulmonaires existent, mais on a constaté aussi leur apparition des veines pulmonaires chez les poissons pulmonaires. Donc on verra ça en anatomie comparée. Donc ici, c'est quelque chose qui se confirme, donc quelque chose qu'on va retrouver dans l'ensemble des tétrapodes. Mais dans les groupes précédents, la veine pulmonaire apparaît uniquement chez les poissons pulmonaires. Pour ce qui concerne l'appareil circulatoire, plutôt l'appareil urogénital, les canaux de Wolff et de Müller fonctionnent comme des conduits génitaux. Les canaux de Wolff et les canaux de Müller. En fait, il s'agit des conduits sexuels chez les femelles et chez les mâles. Alors, les tétrapodes sont répartis en 4 classes. Les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, avec une importance numérique différenciée suivant les groupes. Vous avez le nombre d'espèces qui varie. Environ 2500 espèces chez les amphibiens, 6000 espèces de reptiles, 9000 espèces d'oiseaux et enfin environ 4000 espèces de mammifères. Les reptiles, les oiseaux et les mammifères, ce sont des amniotes, par opposition aux autres vertébrés qui sont des anamniotes. Les anamniotes, donc, ce sont les agnates et les poissons et les amphibiens.
Alors ici, vous avez une classification assez simplifiée des amphibiens. Donc les figures 14, plutôt 15, 16 et 17. Bon, je vous avais déjà parlé de ces figures. Donc quand on regarde la présence de queue, la présence d'une queue, présence ou absence de queue permet de distinguer deux groupes d'amphibiens. Il y a le groupe des amphibiens à queue et le groupe des amphibiens sans queue. À queue, c'est la figure 15, sans queue, ce sont les figures 16 et 17. Donc, quand on prend la queue, la présence ou l'absence de queue, il y a deux grands groupes d'amphibiens, les amphibiens à queue et les amphibiens sans queue. Alors si on prend les amphibiens sans queue, c'est-à-dire les figures 16 et 17, il y a un groupe qui a des pattes et un autre groupe qui n'a pas de pattes. Le groupe qui a des pattes, c'est la figure 16, et le groupe qui n'a pas de pattes, c'est la figure 17. Voilà donc un peu la classification assez simplifiée des amphibiens actuels. Alors, les amphibiens sont connus depuis le Dévonien, c'est-à-dire il y a environ 395 millions d'années. Donc, ils sont apparus au Carbonifère et c'est un groupe qui a connu aussi une extension jusqu'au début du Permien, début Trias, jusqu'au Permien, fin Permien, début Trias. Bon, je pense que vous connaissez un peu les aires géologiques, et vous connaissez un peu l'ordre dans lequel ces aires se succèdent. Donc au Trias, on est dans le secondaire, ils sont supplantés par les reptiles. C'est-à-dire ils sont dominés numériquement par les reptiles. Leurs activités restent fortement dépendantes de la température du milieu extérieur. Ce sont des hétérothermes. Environ 2500 espèces actuelles à vie aquatique, amphibie ou terrestre en milieu humide. Ils sont partout dans le monde, sauf dans les régions arctiques, antarctiques et les îles océaniennes. Ce sont des tétrapodes incomplètement adaptés à la vie aérienne, dont le développement se fait sans amnios. Donc il s'agit d'un amnion. Et dont le rein fonctionnel chez l'adulte est un mésonéphros. Alors j'avais déjà dit qu'il y avait 3 reins qui se mettaient en place dans la cavité générale des embryons de vertébrés, le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. Mais chez les adultes, il y avait seulement un seul type de rein qui était fonctionnel. Et là, ici, chez les amphibiens, le rein fonctionnel de l'adulte est un mésonéphros, c'est-à-dire un rein intermédiaire entre le pronéphros qui est le rein primitif et le métanéphros qui est le rein le plus évolué. Bon, les principaux caractères, bon, là aussi vous avez les différents appareils, des fonctions de relation, de nutrition et de reproduction. On a déjà parlé pour l'ensemble des tétrapodes de ces différents appareils, donc de ces différentes fonctions, et quels sont les caractères qui étaient communs à tous les tétrapodes. Et ici, il s'agit de caractères spécifiques aux amphibiens. Alors chez les amphibiens, le tégument ou la peau est nue. Tégument ou peau, c'est la même chose, est nue, riche en glandes muqueuses et granuleuses. Alors ces glandes muqueuses, on les trouve aussi chez les poissons. Vous voyez, ce sont ces glandes qui permettent de sécréter du mucus, et le mucus facilite la progression dans le milieu aquatique. Les glandes muqueuses sécrètent du mucus qui humecte en permanence la peau. Les glandes granuleuses sont des glandes productrices de venin. Il existe une couche cornée quasi inexistante
La couche cornéenne, plutôt, elle est quasi inexistante, d'où une possibilité de respiration cutanée, mais risque de dessèchement. Vous voyez ici, la peau est nue. La peau est l'organe respiratoire principal chez les amphibiens. Et donc, si on empêche la respiration cutanée à un amphibien, il risque de mourir par asphyxie. Par contre, s'il est privé de la respiration pulmonaire, il peut continuer à survivre grâce à sa respiration cutanée. Pour ce qui concerne le squelette, alors ici, chez les amphibiens, le cou fait sa première apparition. Ça aussi, c'est un événement important dans l'évolution des vertébrés. Le cou fait sa première apparition. Il y a articulation du crâne avec la colonne vertébrale par deux condyles occipitaux. Les deux condyles, ce sont des surfaces d'articulation entre les vertèbres. Alors vous avez ici le crâne qui est articulé à la colonne vertébrale par des surfaces d'articulation qu'on appelle des condyles. Ce sont les condyles occipitaux. Il y a deux condyles occipitaux. Alors ici, avec l'apparition du cou, vous avez donc possibilité à l'animal de tourner la tête à droite et à gauche sans être obligé de tourner l'ensemble du corps. Alors chez un poisson, quand il a envie de regarder par derrière, il est obligé de bouger l'ensemble de son corps. Donc il tourne soit à 45 ou à 80 degrés pour voir un peu ce qui se passe derrière. Parce que son cou, mais le cou n'a pas encore fait son apparition dans ce cou. Alors pour le système nerveux, là vous avez des hémisphères cérébraux peu développés, le cervelet également est peu développé. Les tubercules bijumeaux sont importants. Et on verra plus tard que chaque tubercule bijumeau va se diviser en deux et on va avoir des tubercules quadrijumeaux. Il y a 10 paires de nerfs crâniens. Bon, je n'ai pas cité les noms parce que ça aurait été un peu compliqué. Mais ce nombre de 10 paires va aussi évoluer chez les vertébrés supérieurs. On va avoir 12 paires de nerfs crâniens. Les organes de sens, nous avons là encore un système latéral chez les larves et les adultes aquatiques. Un système latéral dans un poisson, vous avez en général sur le côté du corps les écailles. Les écailles qui peuvent être disposées suivant une ligne. Il y a des écailles sur l'ensemble du corps, mais il y a souvent des écailles qui peuvent être disposées de façon assez particulière, sur une ligne qu'on appelle la ligne latérale. Alors cette ligne peut avoir des conformations très différentes suivant les espèces. Tantôt elle est droite, tantôt elle est comme ça, oui. Elle peut être donc comme ça peut être comme ça, ainsi de suite. Donc vous allez voir donc des lignes latérales qui sont conformées différemment suivant les espèces de poissons. Alors cette ligne latérale apparaît chez les poissons qui sont des vertébrés aquatiques, mais on retrouve aussi chez les amphibiens à l'état larvaire une ligne latérale chez les larves. Donc ça aussi c'est un caractère qu'ils partagent, que les amphibiens partagent avec les poissons. Donc c'est aussi un caractère qui fait un peu référence aux mœurs, au milieu aquatique. On ne connaît pas encore le rôle de la ligne latérale. On ne connaît pas. C'est quelque chose qui apparaît chez les vertébrés inféodés à l'eau, mais qu'on ne retrouve pas chez les vertébrés plus évolués. Alors également, on a un cristallin sphérique. Un cristallin sphérique, comme on l'avait dit dans le cas des poissons. C'est un cristallin qui est indéformable comme chez les poissons. Donc là aussi, lors de l'accommodation, vous avez des muscles qui vont le tirer vers l'arrière pour la vision éloignée ou bien qui vont le pousser vers l'avant. Donc on a encore un cristallin qui est indéformable, donc qui est encore dans un état assez primitif. Bon, l'appareil digestif, je n'ai pas développé, c'est un peu comme ce qu'on voit chez les poissons. Mais
ici la particularité, c'est qu'il y a différenciation d'un estomac, d'un petit estomac. Donc on voit bien la délimitation entre l'œsophage et l'estomac. Donc il y a une petite dilatation du canal œsophagien qui correspond à l'estomac. Pour l'appareil respiratoire, chez les amphibiens, il y a des poumons simples, à parois internes lisses, chez les hiérodèles. Donc ce sont des poumons, on le verra. C'est des poumons qui présentent une paroi interne lisse et c'est des poumons de forme saculaire, des sortes de sacs. Et la surface interne, elle est lisse dans le cas des amphibiens les plus primitifs. Les amphibiens les plus primitifs, ce sont les hiérodèles, c'est-à-dire les amphibiens à queue. À queue toute la vie. La queue existe aussi bien à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Mais il y a d'autres amphibiens dans lesquels vous avez, au niveau de la paroi interne, il y a des replis. Il y a des replis qui apparaissent sur la paroi interne pulmonaire. Donc, il va y avoir une augmentation de la surface d'échange respiratoire, donc une activité respiratoire un peu plus importante que dans le groupe précédent, c'est-à-dire le groupe dans lequel la paroi interne pulmonaire est lisse. Et on va constater même que chez les amphibiens, il y a d'autres groupes chez lesquels vous avez, en plus de ces replis qu'on dit primaires, il y a d'autres replis qui apparaissent sur ces replis primaires et qui vont davantage augmenter la surface d'échange respiratoire. Donc vous voyez que dans même le groupe des amphibiens, on constate un phénomène évolutif en ce qui concerne la structuration, l'organisation de l'appareil pulmonaire. Mais on reviendra sur l'organisation de ces appareils respiratoires en anatomie comparée. Alors les larves ont une respiration branchiale. La respiration est également branchiale chez quelques adultes primitifs comme le protée et l'ambystome. Le protée et l'ambystome, je pense que c'est des figures. Le protée, on l'a ici. Bon, le protée à l'état larvaire, vous l'avez ici. Le protée à l'état larvaire. Bon, l'ambystome également, bon, on a écrit l'ambulostome, mais il s'agit de l'ambystome. L'ambystome, il est là à l'état larvaire et à l'état adulte. Alors chez l'adulte, on n'a pas de branchies larvaires. Par contre, au niveau de la larve, vous avez 3 paires de branchies externes. La larve de l'ambystome, on l'appelle l'axolote. Donc il s'agit de l'axolote. Donc chez le protée et chez l'ambystome, on voit bien qu'il existe des branchies à l'état larvaire. Mais chez l'adulte de l'ambystome, vous avez les branchies larvaires qui ont disparu. Donc avec les métamorphoses, c'est-à-dire les transformations qui conduisent à l'adulte, vous avez l'adulte qui a perdu ses branchies larvaires, l'adulte de l'ambystome.
Alors, les autres urodèles, parce que l'ambustome et le protée, ce sont des urodèles, c'est-à-dire des amphibiens à queue toute la vie. Chez les autres urodèles et les anoures, les branchies, la respiration est à la fois cutanée, pulmonaire et bucco-pharyngienne. Donc, chez les amphibiens, vous avez une respiration branchiale chez les larves. On peut observer les branchies aussi chez quelques adultes primitifs, comme chez le protée et l'ambustome. Mais chez les autres urodèles, c'est-à-dire les urodèles autres que l'ambustome et le protée, et également chez les anoures, ce sont les amphibiens à pattes et sans queue. C'est dans les anoures qu'on trouve les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Chez les anoures, la respiration elle est cutanée, à la fois cutanée, pulmonaire et bucco-pharyngienne. Donc quand vous prenez la grenouille, vous avez 3 types respiratoires chez les adultes. Chez les larves, vous n'avez pas encore de respiration pulmonaire, mais vous avez essentiellement une respiration branchiale et cutanée. Mais chez les adultes, les branchies n'existent plus et vous avez la respiration pulmonaire qui se met en place, en plus de la respiration cutanée et de la respiration bucco-pharyngienne, c'est-à-dire par la muqueuse buccale et la muqueuse pharyngienne. Pour ce qui concerne l'appareil circulatoire, chez les amphibiens, c'est un appareil circulatoire, une circulation sanguine double, très imparfaite. Le cœur présente un seul ventricule. Ça aussi, on le verra plus tard. Le cœur présente un seul ventricule. Normalement, le cœur, il présente un certain nombre de cavités. Ça. Bon, en général, on reviendra sur l'anatomie du cœur plus tard. Alors ici, on avait déjà dit que le cœur était cloisonné. Il y avait un cloisonnement ici vertical qui permettait d'avoir un côté gauche et un côté droit du cœur. Le côté gauche, il contenait du sang oxygéné et le côté droit du sang carbonaté. Donc ça, ce sont des veines pulmonaires. Et ici, vous avez un grand vaisseau par lequel le sang sort du cœur. C'est l'aorte ventrale. Donc ce côté-là contient du sang rouge, du sang oxygéné, mais ce côté, il va contenir du sang mélangé à prédominance carbonate. Mais ces deux courants sanguins vont se mélanger ici au niveau ventriculaire, parce que le ventricule, il n'est pas cloisonné. En coupe transversale, vous avez la paroi du ventricule, mais on constate à l'intérieur, il y a des replis longitudinaux qui
tapisse la paroi interne ventriculaire et qui contribue un peu à la séparation des deux courants sanguins oxygénés et carbonatés. Mais la séparation est partielle. Mais ici, vous voyez, ces courants sanguins-là vont se mélanger ici. C'est des sangs de nature différente qui se retrouvent ensemble ici, qui se mélangent. Et c'est ce mélange sanguin qui va être envoyé ici dans l'aorte ventrale, puis dans les organes respiratoires, cutanés et pulmonaires pour subir une hématite. Quand il y a purification de ce sang par la peau, le sang qui est purifié par la peau va revenir au cœur par les veines caves antérieures. Le sang purifié par les poumons revient au cœur par les veines pulmonaires. Mais le sang de la grande circulation passe dans le cœur, vient au cœur par cette veine qu'on appelle la veine cave postérieure. Donc ça, c'est un sang carbonaté qui rencontre ici du sang oxygéné. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est un sang mélangé, mais à prédominance carbonate. Donc ici, la circulation sanguine chez les amphibiens est une circulation sanguine double, puisqu'il y a deux courants de sang, mais imparfaite parce qu'il y a des mélanges. Les deux courants sanguins sont mélangés au niveau cardiaque. Et donc le sang circulant dans le corps des amphibiens est un sang mélangé. C'est un sang mélangé, mais avec des proportions de CO2 et d'oxygène différentes suivant les vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux dans lesquels il y a davantage de CO2 que d'oxygène, et dans d'autres vaisseaux, c'est l'inverse. Et dans certains vaisseaux, vous avez à peu près la même quantité de CO2 et d'oxygène. Mais on reviendra sur ça plus tard. Pour ce qui concerne l'appareil urogénital, vous voyez ici, on parle d'appareil urogénital parce qu'il y a un lien fonctionnel entre l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur. Notamment chez les mâles, parce que les mâles, le testicule il doit être relié au rein par des canalicules. Ces canalicules, normalement, permettront aux gamètes qui sont dans le testicule de passer dans les reins. Et ensuite, vous avez une évacuation des gamètes et des urines par un seul canal, qui est un canal mixte. Donc, c'est un urospermique. Le rein fonctionnel est un mésonéphros. Il y a présence d'un cloaque. Alors, présence d'un cloaque, le cloaque étant un endroit de rencontre des voies digestives, génitales et urinaires. Donc ça, c'est les voies digestives. Urinaires et génitales. Quand ces voies se rencontrent, on parle de cloaque. Le cloaque est un carrefour, c'est-à-dire un endroit de rencontre de ces trois catégories de voies. Alors, dans le cas des amphibiens, il y a présence d'un cloaque. Ça aussi, on le verra. Généralement, on a une ovuliparité, c'est-à-dire une production d'ovules, mais d'autres possibilités comme la viviparité aussi existent. Généralement, on a des métamorphoses qui sont assez complexes. Vous avez peut-être fait un peu d'embryologie, les amphibiens. Donc vous voyez que pour la transformation, les métamorphoses qui conduisent à l'adulte comportent beaucoup de modifications. Il y a des disparitions d'organes, il y a certains organes qui font leur apparition, etc. En ce qui concerne la classification des amphibiens, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les amphibiens à queue
les amphibiens sans queue, plutôt à queue et sans queue. À queue, ce sont les urodèles. Donc la classification, il y a deux sous-classes qui sont issus probablement des crossoptérygiens ripidisciens il y a deux sous-classes, il s'agit des absidospondyles et des urodélomorphes. Les absidospondyles dérivent des ripidisciens ostéolépiformes et les urodélomorphes des ripidisciens porolépiformes. Dans les absidospondyles, il y a deux superordres fossiles, les labyrinthodontes et les phylospondyles, et un superordre actuel qui contient les anoures. Bon, j'ai cité simplement dans les labyrinthodontes, vous avez deux exemples. C'était des amphibiens qui avaient des tailles assez impressionnantes, et en particulier, vous avez Ichthyostega qui avait 1 mètre de taille, et vous avez deux autres exemples, Eryops qui avait 2 mètres et Verlugasaurus qui était encore beaucoup plus grand. Donc il faisait plus de 2 mètres. Vous voyez que les amphibiens, les ancêtres des amphibiens avaient des tailles assez impressionnantes. Hein? Vous pouvez tenir la grenouille maintenant dans la main, mais on ne pouvait pas faire la même chose avec les ancêtres, qui avaient des tailles de 1 mètre, de 2 mètres et même de plus de 2 mètres. Donc voilà les labyrinthodontes qui étaient très grands. Ensuite vous avez les phylospondyles et enfin les anoures. Alors c'est dans les anoures que vous avez les amphibiens actuels, c'est-à-dire les crapauds, les grenouilles et les rainettes. Donc vous avez ici dans ce texte les caractères d'identification, morphologique d'identification. Donc c'est des amphibiens dépourvus de queue à l'âge adulte, d'où leur nom, le nom anoure. Les pattes postérieures sont allongées et adaptées au saut. Crâne très ossifié, caractérisé par le petit nombre d'os qui le constituent. Bon, là aussi, avec l'évolution, on a constaté que le nombre de pièces osseuses qui constituent le crâne a diminué. Quand on prend un crâne de poisson, on a dans le crâne, on peut dénombrer des centaines de pièces osseuses. Et à un moment, chaque pièce osseuse porte un nom. Mais avec l'évolution, on a constaté que beaucoup de ces pièces ont fusionné entre elles. Et donc, on va avoir un nombre de pièces osseuses beaucoup plus réduit. Si on compare le nombre de pièces osseuses dans un crâne d'amphibien et le nombre qu'il y a dans un crâne de poisson, on se rend compte que l'évolution, elle s'est faite dans un sens de simplification du crâne, hein, de la structure du crâne, par fusion des os. Bon, je vous parlerai du squelette plus tard. Alors, en ce qui concerne les urodèles, vous avez les urodélomorphes. Il y a un superordre fossile qui est le superordre des lépidospondyles et deux superordres actuels, ce sont les urodèles ou chaudates et les apodes ou gymnophioles.
Donc ici, donc les amphibiens actuels, ils sont là. Il y a les absidospondyles qui sont représentés par les anneaux qui sont dépourvus de queue. Avec l'exemple ici de la grenouille dont les membres postérieurs sont assez développés, les cuisses. Hein, vous avez beaucoup de musculature au niveau des cuisses. Bon, c'est des animaux qu'on peut manger. Hein. Contrairement à ce que l'on pense, vous avez la possibilité de vous faire servir des cuisses de grenouille en entrée, hein, dans certains restaurants. Vous voyez qu'il y a une musculature assez abondante au niveau des pattes postérieures. Je connais certains restaurants à Dakar où normalement on peut se faire servir en entrée des cuisses de grenouille. Alors les urodolomorphes sont représentés dans la nature actuelle par les chaudates et les apodes. Les chaudates, ils présentent une queue toute la vie, et les gymnophiotes, hein, ce sont les amphibiens sans queue. Donc vous voyez ici, il y a les absidospondyles et les urodolomorphes. Les urodolomorphes qui sont représentés dans la nature actuelle par les urodèles ou chaudates et les apodes ou gymnophiotes. Alors les anous, ce sont les seuls amphibiens dépourvus de queue à l'âge adulte, d'où leur nom. Les pattes postérieures sont allongées, adaptées au saut. Le crâne très simplifié suite à des disparitions et à des fusions d'os, caractérisées par le petit nombre d'os qui le constituent. La fécondation est généralement externe, mais avec accouplement. La larve d'un type particulier qu'on appelle le tétard passe au cours de son développement par un stade à branchie externe. La métamorphose est d'une extrême complexité, avec apparition d'organes adultes, remaniement d'organes larvaires, disparition d'organes larvaires et des modifications physiologiques. La métamorphose est sous la dépendance de la thyroïde. Alors, il y a deux ordres, ce qu'on appelle les proanoures, qui sont des fossiles du Trias, et les euanoures, qui sont connus depuis le Miocène. Donc, il y a environ 20 millions d'années. Alors, on peut citer dans ces euanoures les crapauds qui appartiennent à la famille des bouffonidae, les grenouilles qui appartiennent à la famille des ranidés et les rainettes qui appartiennent à la famille des hylidés. À l'exception de certaines espèces arboricoles, les anoures qui habitent loin de l'eau s'y rendent au moment de la reproduction, parce que c'est des animaux qui sont fortement inféodés à l'eau, très attachés à l'eau. Le jour, ils sont presque tous restent dans l'eau ou sur les plantes aquatiques. La nuit, ils chassent de petits animaux, des vertébrés ou des invertébrés. Ils sont capables de jeûner pendant plusieurs mois. Bon, les amphibiens, ils peuvent jeûner pendant plusieurs mois. Bon, là aussi, la capacité à jeûner, c'est-à-dire à supporter la faim et la soif,
cette capacité aussi à diminuer avec l'évolution. Plus on monte dans l'échelle évolutive, plus on constate que cette faculté-là disparaît, donc diminue. Et donc, vous voyez, chez l'homme, qui est considéré comme peut-être l'ultime étape de cette évolution, donc les capacités à jeûner sont très limitées. Quelquefois, on peut, parce qu'on est mécontent, s'adonner à cette épreuve, mais on est limité. Et donc, on a des capacités de résistance qui sont très, très faibles. Alors, il reste, très souvent, ils sont aux basses températures. Ils résistent très bien aux basses températures et aux températures élevées, c'est-à-dire les températures estivales. Les amphibiens sont utiles. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'ils pouvaient être donc des sources alimentaires, mais il y a aussi le fait qu'ils dévorent des insectes. Ils dévorent d'énormes quantités d'insectes qui sont nuisibles pour la plupart. Il y a des insectes qui sont nuisibles pour l'homme. Vous avez à la maison des mouches, vous avez les cafards, les moustiques. Tout ça, c'est des insectes qui vous transmettent des maladies. Et il y en a d'autres qui vous piquent, d'autres qui non seulement vous piquent parce que vous infligent de la douleur, mais en plus vous transmettent des parasites. Et donc vous avez ici les amphibiens qui servent de rempart en quelque sorte. Donc ils sont là pour vous dévorer ces insectes nuisibles. Il en est de même des geckos aussi. Les geckos, il y a une légende derrière les geckos, on pense qu'ils sont nuisibles. Et chaque fois qu'on les voit, on a tendance à les éliminer, à les tuer. Mais eux aussi, ils rendent de grands services écosystémiques. Ils vous protègent aussi contre certaines maladies en dévorant les insectes qui vous sont nuisibles. Alors, dans la sous-classe des... Bon, alors, il y a donc le fait qu'ils dévorent des insectes, qu'ils servent d'alimentation, mais ce sont aussi des animaux de laboratoire, des animaux sur lesquels on fait beaucoup d'expérimentation. Et en particulier, je pense que vous avez étudié l'activité cardiaque avec des expérimentations sur ces animaux. Donc il y a beaucoup d'expériences qu'on peut mener en laboratoire, des essais qu'on fait sur ces animaux avant de passer à l'homme. Donc ils sont importants. Alors pour les irodélomorphes, à côté des absidospondyles, vous avez les irodélomorphes. Donc le superordre fossile, c'est le superordre de l'épidospondyles. Ce superordre a existé au Carbonifère et s'est éteint au Permien. Il y a deux superordres actuels. Il y a les irodèles ou codates et les apodes ou gymnophères. Bon, ça, vous avez les illustrations. Pour les irodèles ont une queue. Ils sont vraisemblablement issus de l'épidospondyle microsaurien. Ils ont un aspect de lézard. Dans la plupart des cas, ils présentent 4 membres à peu près de même taille. Généralement, ils présentent un cou. Bon, chez les irodèles, le cou est beaucoup plus net que chez les anoutes. Les branchies sont externes. Les branchies externes plutôt peuvent exister chez l'adulte, auquel cas on parle de périnibranche. Donc parce que quand vous avez les branchies larvaires chez un adulte et chez la larve de l'adulte, chez la forme larvaire, à ce moment-là, on considère l'amphibien comme étant un périnibranche, c'est-à-dire qui a les branchies
à l'état larvaire et à l'état adulte. La fécondation est le plus souvent de type semi-interne. Les mâles émettent par leur cloaque des spermatophores. Les spermatophores, ce sont des spermatozoïdes enrobés dans des capsules gélatineuses. Donc c'est des paquets de spermatozoïdes que les femelles récupèrent avec les lèvres de leur cloaque. Elles conservent les spermatozoïdes dans le spermathèque et rejettent les capsules. La métamorphose est moins importante que chez les anneaux. Alors, on a 6 sous-ordres que je n'ai pas cités pour des raisons de simplification. Alors, vous avez comme exemple d'amphibiens hiérodèles, vous avez les tritons, les salamandres, les périnibranches, et comme exemple, vous avez le protée qui vit dans les régions côtières de Yougoslavie. Vous avez l'ambystome, dont la larve est l'axolote, donc qui sont des périnibranches. Vous avez les hiérodèles qui sont très inféodés à l'eau et aux milieux humides. En général, ils sont nocturnes. Alors, comme les anneaux, ils se nourrissent d'arthropodes, de mollusques et de vers, ils peuvent régénérer les différentes parties de leur corps, même à l'âge adulte. Bon, ça, c'est des caractères primitifs. La régénération d'un membre, ça, c'est quelque chose qui caractérise les animaux inférieurs. La plupart des espèces vivent dans la zone tempérée de l'hémisphère nord. Il n'en existe pas en Afrique noire, parce que les conditions climatiques sont défavorables. On les trouve cependant dans la partie nord-ouest de l'Afrique, c'est-à-dire au Maroc en particulier. Alors les apodes ou gymnophiones ont un corps allongé, 10 cm à 1 mètre, sans trace de membres ni de ceinture. On ne connaît pas de forme fossile. Aussi, leur origine était très discutée. Certains auteurs les font descendre des lépidospondyles microsauriens, d'autres les rapprochent des labyrinthodontes. Ils ont un aspect de ver de terre. Leurs yeux sont atrophiés. En effet, ils vivent dans la terre humide et dans la boue des marécages. Donc, vous voyez ici, ce sont des animaux fouisseurs. Et donc, le fait de rester dans un biotope où on n'a pas besoin, où on a besoin de on n'a presque pas besoin de l'utilisation de ses yeux, ceci a finalement entraîné une atrophie des yeux, et donc ici la vision est très médiocre. Ils se nourrissent d'invertébrés. On les trouve dans toutes les régions humides du globe, sauf à Madagascar et en Australie. Bon, parce que là aussi les conditions climatiques ne sont pas favorables. Il n'en existe pas non plus au Sénégal, qui est trop sec. Alors le Sénégal, trop sec pour ces animaux. La fécondation est interne avec un organe copulateur, et vous avez l'exemple du genre Dermophis. Donc vous voyez ici, on a l'impression dans les apodes, je vous ai présenté ici un amphibien. Mais a priori, on pourrait penser à un ver de terre. On pourrait penser à un ver de terre. Parce que la forme du corps est très allongée. Mais à regarder de près, on voit que c'est un corps qui est un tégument qui est lisse. Donc ça ne peut pas être un ver de terre. Le tégument est lisse, il n'y a pas une annulation, comme on le constate dans ces vers de terre en général. Il n'y a pas d'écailles non plus, parce que s'il y avait des écailles, on aurait pensé peut-être à des reptiles, parce que les reptiles ont un corps couvert d'écailles. Donc ce n'est pas un reptile non plus. Ici, le tégument est nu. Et la respiration principale, c'est cette respiration cutanée. Donc il s'agit d'amphibien. C'est un amphibien apode ou gymnophiote. Et là, il s'agit du genre Dermophis.
Alors là, dermophytes qu'on peut trouver donc dans des zones, dans les régions tropicales humides. Vous avez ici la figure 17, c'est aussi un amphibien apode au gymnophiore, mais il s'agit du genre Ichthyophis. Il y a le genre Ichthyophis. Donc c'est la figure 17. Ichthyophis. Bon, il s'agit même de l'espèce Glutinodus. Donc il s'agit de Ichthyophis glutinodus. En montant l'échelle évolutive, après les amphibiens, on passe aux reptiles. Bon, les reptiles, c'est un groupe aussi qui est apparu depuis le Carbonifère, donc un peu à la fin du primaire. Parce que dans le primaire, vous avez le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Après, vous avez le secondaire avec le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Donc ici, les reptiles sont apparus au Carbonifère, dans la deuxième moitié du Carbonifère. Ils ont traversé le Permien. On les a retrouvés dans le Trias, le Jurassique et le Crétacé, mais on les a aussi retrouvés dans le Quaternum. Alors, la faune reptilienne actuelle est considérée comme étant une faune très appauvrie quand on compare le nombre d'espèces qu'on a actuellement dans la nature et le nombre d'espèces qu'il y a eu par le passé, surtout à l'ère secondaire. Parce que l'ère secondaire a été considérée comme étant l'ère des reptiles. C'est pendant cette ère qu'on avait sur la surface du globe les reptiles dans tous les milieux. Il y avait des reptiles aquatiques, des reptiles aériens, des reptiles terrestres. Donc tous les milieux étaient colonisés par des reptiles et les reptiles avaient des tailles en général importantes. Vous voyez, il y avait des reptiles qui pouvaient avoir jusqu'à 25 mètres. Vous voyez, 25 mètres pour un animal, c'est énorme. Mais tous ces reptiles géants du secondaire ont disparu. Il y a beaucoup de reptiles qui ont disparu, et en particulier les reptiles volants, on ne les trouve plus. Les reptiles aquatiques, pratiquement, là aussi, on n'en trouve plus. Il y a quelques reptiles qu'on peut trouver dans le milieu aquatique, en particulier les tortues,
mais on considère la présence des tortues en milieu aquatique comme un retour à la vie aquatique. Mais normalement, tous les reptiles peuvent vivre hors de l'eau. Donc les reptiles se sont affranchis du milieu aquatique. Il y a des reptiles, à l'ère secondaire, il y avait des reptiles aériens. Mais les reptiles aériens, on n'en trouve plus. Il n'y a plus de reptiles volants dans la nature actuelle. Tous les reptiles volants ont disparu. Dans les reptiles aussi terrestres, bon, on en trouve encore, mais c'est une faune aussi très affaiblie. Avant, les formes terrestres qu'on trouvait étaient énormes. Vous avez ici, sur cette planche, je vous ai présenté les milieux. En fait, il y a 3 milieux essentiels. Il y avait 3 milieux essentiellement. Il y a le milieu terrestre, le milieu aquatique et le milieu aérien. Les reptiles étaient dans ces 3 milieux. Alors j'ai essayé, par un trait discontinu, de séparer les reptiles terrestres en 2 grands groupes. Il y a les reptiles qui sont à gauche. Bon, ici j'ai cité seulement 2 exemples. Il s'agit des genres Diplodocus et du genre Ceratosaurus, avec pour chaque genre la taille des espèces. Pour le genre Diplodocus, la taille des espèces qui varie entre 20 et 25 mètres. Et vous avez ici pour le genre Ceratosaurus, le cératosaure en français, la taille qui pouvait atteindre 5 mètres. Alors ces reptiles-là, ces 2 exemples de reptiles, représentent un peu les reptiles. Quand on regarde le bassin, c'est un bassin qui est caractéristique du bassin reptilien. Et vous avez à droite 3 exemples de reptiles, les reptiles du genre Stegosaurus, Triceratops et du genre Iguanodon. Vous voyez, il y a 3 genres. Parmi peut-être des centaines d'autres genres qu'on pourrait citer. Mais simplement pour vous dire qu'au niveau terrestre, il y avait 2 grands groupes, les reptiles dont le bassin avait une conformation typique de celle des reptiles, donc un bassin de type reptilien, et qui constituait le groupe des sauristiens, par opposition aux autres, terrestres aussi, qui avaient un bassin de type oiseau. Donc un bassin qui était un peu le bassin oiseau. Quand on regarde le bassin des oiseaux actuels, la conformation est un peu identique à celle que l'on a observée chez ces reptiles, comme les reptiles du genre Triceratops, Stegosaurus et Iguanodon. Donc les reptiles terrestres, il y avait qui avaient un bassin de type reptilien, d'autres avaient un bassin de type oiseau. Et dans chaque groupe, évidemment, il y a des centaines et des milliers de genres et d'espèces. Vous voyez que je ne rentre pas dans ces détails. Quand on prend le milieu aquatique, là aussi, il y a les genres Mosasaurus, Plesiosaurus et Ichthyosaurus. Bon, là aussi, vous avez, dans ce milieu aquatique, il y a certains qui étaient des vivipares et d'autres n'étaient pas des vivipares. Les vivipares, ils avaient une gestation et c'était des embryons qui étaient rejetés dans le milieu extérieur. Vous avez l'exemple de Ichthyosaurus. Et les autres étaient des ovivipares dans le milieu aquatique. Et vous avez ici quelques exemples de reptiles volants. Donc vous avez dans les reptiles volants, j'ai cité 3 genres. Il y a le genre Pteranodonte,
ptérodactylés et le genre Rhamphorhynchus. Les gens Rhamphorhynchus, vous voyez qu'il y avait une envergure de 1,60 m, c'était énorme. Hein? Quand vous avez ce reptile qui déployait les ailes, vous avez entre l'extrémité d'une aile à l'autre, de l'extrémité d'une aile à l'autre, vous avez 1,60 m. Donc vous avez ça, c'était l'envergure. Hein? Les dragons. Oui, c'est actuel. Je suis en train de parler des reptiles. Ces reptiles dans le passé là. Les dragons de Komodo, on en parlera tout à l'heure. Hein? On en parlera. Les valants, les dragons, etc. Ça, c'est parmi les reptiles actuels. Hein? Donc, vous voyez, ce sont les dinosaures, oui, ceux qui sont là, ici, là. Hein? Les dinosaures, c'était les reptiles terrestres. Hein? On les appelait aussi les dinosaures. Hein? Donc, tous ces reptiles qui occupaient tous les milieux, vous voyez, tous ces reptiles ont disparu. Alors, dans la nature actuelle, on va retrouver deux morphotypes de reptiles. Il y a deux morphotypes de reptiles, deux grands groupes. Il y a des reptiles qui ont une allure de crocodile et des reptiles qui ont une allure différente de celle des crocodiles. Vous êtes si bouillant, si agité. Donc dans les reptiles actuels, on voit qu'il y a deux grands groupes. Il y a le groupe des reptiles crocodiliens, donc qui ont une allure de crocodile, et qui forment trois familles. Il y a une famille africaine, une famille américaine et une famille indienne. Et vous avez le groupe des reptiles non crocodiliens. Alors non crocodiliens, ce sont des reptiles dont la forme du corps n'est pas identique à celle des crocodiles. Alors il y a beaucoup de reptiles qui répondent à ces particularités. Vous avez ici les caméléons. Je pense que vous connaissez les caméléons. Hein? Les caméléons, ils ont une allure assez prudente. Et ils font du mimétisme. Alors, quand il s'agit de se déplacer, ils sont assez lents, mais ils sont particulièrement actifs quand il s'agit de se nourrir. En général, c'est des animaux qui ont une langue très longue, qui est aussi longue, quelquefois même, qui est plus longue que toute la longueur du corps, c'est-à-dire la tête plus le tronc et la queue. La langue, elle est beaucoup plus longue que cela. Et sur le bout de la langue, il y a une sorte de boule et de la colle là-dessus. Et donc vous avez l'animal qui peut projeter sa langue à distance sur une proie. Et donc vous voyez ici, c'est instantané. Hein, donc quand vous avez la proie devant, la proie peut être avalée très rapidement par ces animaux. Il y a aussi les margouillas, hein, les sindas que vous connaissez. Bon, les margouillas aussi sont très connus. En général, il y a un dimorphisme sexuel. Ils sont arboricoles et pendant la période de reproduction, ils changent de coloration. Hein, on dit qu'ils changent de robe. Hein, pendant la période de reproduction, et peut-être que vous aurez l'occasion aussi de disséquer les margouillas, hein, pour voir un peu l'anatomie des différents appareils. Vous avez le gecko, hein, c'est le gecko.
Bon, le gecko aussi qui vit parmi nous et qui aussi dévore les insectes nuisibles et qui est très utile de ce point de vue. Il y a aussi les varans, hein, les varans de terre, les varans du Nil, hein, le varan de Komodo, etc. Tout ça, c'est des... vous avez aussi les serpents qui font partie de ce groupe. Les serpents, certains sont venimeux, d'autres ne le sont pas. Hein. Donc ici, tous ces reptiles non crocodiliens sont représentés par le Sphenodon Peustatus, qui est le seul vertébré à avoir un troisième œil sur le sommet de la tête. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il est représentatif de tout le reste, hein, à cause de cette originalité. Donc vous voyez ici, pour résumer un peu la classification des reptiles, c'est un peu ça. Il y a 3 milieux où vous avez les reptiles. Vous voyez que cette faune reptilienne était très diversifiée au début. Mais dans la nature actuelle, il y a 2 morphotypes, hein, de reptiles. Et ces reptiles-là, crocodiliens et non crocodiliens, les crocodiliens sont encore dans le milieu aquatique parce que même au niveau des membres, des pattes, vous avez des palmures entre les doigts qui sont des indications que ces animaux sont adaptés à la vie en milieu aquatique. Mais c'est des amphibies. Hein, quelquefois, vous les voyez sortir de l'eau, hein, prendre un peu de, disons, un bain de soleil sur la berge. Hein, les crocodiles peuvent sortir de l'eau. Hein. En général, quand ils sont dans l'eau, vous avez le museau, disons les narines, les yeux qui sont un peu émergés, et donc ils peuvent être immergés et avoir les yeux et les narines émergés. Et donc ils peuvent voir ce qui se passe sur la surface de l'eau. Ils peuvent aussi respirer l'air en nature. Donc ce sont des animaux qui sont encore très inférieurs à l'eau, mais qui sont capables aussi d'évoluer en milieu terrestre, puisqu'il s'agit de reptiles, donc d'animaux qui se sont aussi affranchis du milieu aquatique. Donc la présence des crocodiles, des tortues en milieu aquatique est interprétée comme un retour à la vie aquatique. Alors les autres, bon, ils ne sont plus, normalement tous ces autres reptiles sont terrestres. Et vous voyez, ces reptiles terrestres n'ont plus les tailles, hein, impressionnantes que les reptiles terrestres avaient par le passé. Vous voyez, ici tous ces reptiles-là avaient des tailles impressionnantes. Mais ici, dans les reptiles actuels terrestres, vous avez très peu qui ont des tailles importantes. Bon, évidemment, dans les serpents, hein, dans les serpents, on peut trouver quelquefois, surtout les anacondas, hein, il y en a qui peuvent avoir quand même des tailles assez impressionnantes. Hein. Bon, mais ce sont des reptiles aquatiques. Donc parmi les reptiles terrestres, très peu ont des tailles importantes. Les varans, il y en a qui peuvent avoir jusqu'à 1,5 mètre, hein, mais c'est rare de trouver des varans de cette taille. Donc avec cette présentation de ces 2 planches, pratiquement je peux dire qu'on a bouclé la systématique des reptiles. Donc ce que je suis en train de faire, c'est simplement une lecture. Hein. Bon, ce qu'il faudrait, il faudra essayer de lire constamment votre cours. Parce que le temps qui est imparti est très limité. Le temps imparti est très limité et nous avons encore du chemin à faire. Alors, quand je regarde ce qu'il y a à faire encore, et le temps qui reste, on est bien obligé d'avancer.
Bon, en principe, bon, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Alors, ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Bon, ce que j'ai dit sur les illustrations, c'est la même chose que j'ai dit aussi dans le texte que vous avez ici. Hein? Donc, je vais essayer de survoler très rapidement ce texte avec vous. Je pense que aussi, peut-être que dans la semaine ou la semaine prochaine, je vous donnerai le complément de la systématique des cordées. Alors, je vous avais dit que les cordées étaient un filon qui était composé de 3 embranchements. Il y a les vertébrés, mais il y a aussi ce qu'on appelle les urocordés et les céphalocordés. Donc pour l'instant, on est dans les vertébrés. Donc, normalement, donc je vous donnerai le complément. Je vous donnerai le complément pour la systématique des cordées. Et normalement, je devrais commencer par ce complément, en suivant l'évolution. Je devrais déjà commencer par ce complément, mais malheureusement, je n'ai pas eu trop de temps, et donc je vous ai donné cette deuxième partie. Mais il y a la première partie que j'ai intitulée procordées, c'est-à-dire les urocordés et les céphalocordés. Donc, on est obligé vraiment de faire un peu vite. Mais vous aurez le temps quand même d'apprendre. Alors, les reptiles. Alors, j'ai donné en référence pour la systématique des reptiles actuels les figures 18 et 19. Ce sont les premiers vertébrés à s'être complètement libérés du milieu aquatique. Ils sont apparus dans la deuxième moitié du Carbonifère il y a 350 millions d'années à partir de 2 lignées évolutives distinctes, les pélicosauriens et les cotylosauriens. Mais ce n'est qu'à l'ère secondaire qu'ils ont évolué dans les voies les plus diverses, en peuplant tous les milieux terrestres, retour à l'eau, air, etc. Et en se diversifiant à l'extrême. Les formes actuelles, les reptiles actuels, ne représentent qu'un reliquat très affaibli de la faune de l'ère secondaire qui a été l'ère des reptiles. Ça a été l'ère des reptiles parce que vraiment c'est la période où on avait sur Terre le plus de reptiles et les reptiles supplantaient tous les autres groupes. Alors les principaux caractères, donc les reptiles ce sont des vertébrés terrestres, des tétrapodes, à température du corps variable. La peau est revêtue d'une épaisse couche de kératine, elle est sèche et pratiquement dépourvue de glandes. Elle présente des écailles épidermiques, souvent doublées d'os thermiques, qui isolent mal la température du corps, parce que les reptiles restent encore des hétérothermes, c'est-à-dire qui ont une température corporelle qui change en fonction de la température du milieu ambiant. Quand vous avez le milieu ambiant qui est très chaud, la température corporelle augmente.
Et quand la température du milieu ambiant diminue, la température corporelle ici va diminuer. Donc ce sont des hétérothermes. Donc la température corporelle suit les fluctuations de température du milieu ambiant. Les premières vertèbres cervicales sont transformées en atlas axis. Crâne s'articule par un seul condyle avec la colonne vertébrale. Mandibule inférieure composée de plusieurs os et s'articulant grâce à l'articulaire sur le crâne par l'intermédiaire du carré. Quand on parle de l'articulaire et du carré, ce sont des pièces osseuses. Chaque pièce osseuse du crâne porte un nom. Alors je ne rentre pas dans le détail des noms, mais vous avez ici le carré qui est parmi ces pièces osseuses, l'articulaire aussi. Maintenant, on peut distinguer plusieurs types d'articulations en fonction des pièces qui sont en articulation entre elles. Entre le crâne, les pièces du crâne et les pièces disons des mâchoires. La mâchoire inférieure est articulée au crâne par des pièces osseuses. Alors suivant maintenant les pièces qui sont en articulation, on distingue plusieurs types d'articulations. Il y a des articulations de différents types, et ça c'est en relation avec les pièces qui sont en articulation entre elles. Alors la respiration est bucco-pharyngée, donc bucco-pharyngée existe, mais elle est beaucoup moins importante que chez les amphibiens. Vous voyez ici, la respiration peut être faite avec la muqueuse buccale et la muqueuse pharyngéenne, mais cette respiration bucco-pharyngée est moins importante que chez les amphibiens. Ici, c'est une respiration essentiellement pulmonaire. Il y a un perfectionnement de l'appareil respiratoire par complication de la structure des poumons. Complication de la structure des poumons, ça signifie simplement que la paroi interne pulmonaire va comporter davantage de replis, un nombre de replis beaucoup plus important que ce que l'on observe chez les amphibiens. Parce que chez les amphibiens, il y a déjà, on voit apparaître une paroi interne pulmonaire qui est lisse dans les groupes primitifs, et ensuite quand on évolue dans les amphibiens, on va constater qu'il y a des groupes chez lesquels vous avez apparition de replis internes pulmonaires, et ce nombre de replis augmente au fur et à mesure qu'on évolue parmi les amphibiens. Et quand on sort des amphibiens, on va chez les reptiles. On va constater à ce niveau aussi le même phénomène évolutif. Il y a des reptiles chez lesquels les replis internes pulmonaires sont en nombre important, d'autres en nombre moins important, etc. Donc vous voyez ici, là aussi, dans chaque groupe, aussi bien chez les reptiles que chez les amphibiens, il y a un phénomène évolutif dans l'organisation du poumon. Et en général, chez les plus évolués, vous avez une organisation interne pulmonaire beaucoup plus complexe, donc les échanges gazeux respiratoires plus intenses. Alors le cœur avec généralement un atrium cloisonné, l'atrium c'est l'oreille, et un ventricule. Donc vous avez ici cloisonnement ventriculaire, cloisonnement aussi auriculaire. Alors vous voyez ici, au niveau des amphibiens tout à l'heure, on avait dit que chez les animaux, le cœur au niveau ventriculaire n'était pas cloisonné. Dans les poissons, en particulier chez les dipnostes, vous avez le ventricule qui est cloisonné. Les dipnostes, ce sont des poissons. Les amphibiens sont plus évolués, mais ici, dans le cas des animaux, ce n'est pas cloisonné. Et ensuite, on voit chez les reptiles, on retrouve le cloisonnement ventriculaire. Donc, vous voyez ici, au niveau des amphibiens, il y a une énigme. Il y a une inconnue à ce niveau-là. Parce que la cloison apparaît ici, ventriculaire, avant les amphibiens, disparaît ici et réapparaît dans les reptiles, se maintient chez les oiseaux et chez les mammifères. Alors pourquoi cette cloison ventriculaire verticale a disparu? Est-ce que cette disparition est liée à la non-existence, ou bien est-ce que ça a existé et puis après ça a disparu? Ça, c'est des questions encore qui restent posées. On n'a pas encore de réponse pour ces questions. Est-ce que c'est à l'origine, les amphibiens étaient comme ça? Ou bien est-ce que cette cloison a existé et ensuite a disparu? On ne sait pas. Mais le constat est là. Maintenant,
on cherche, on trouvera peut-être pourquoi il y a une disparition et après une réapparition de la cloison ventriculaire. Alors, les œufs, généralement, donc le cœur, il y a un cloisonnement atrial et ventriculaire. Pour le ventricule est partiellement cloisonné chez les non-crocodiliens et totalement cloisonné chez les crocodiliens. La crosse aortique droite et gauche persiste et elles sont fonctionnelles. Les annexes embryonnaires sont composées d'un amnios, c'est pour ça qu'on les appelle des amniotes, d'une allantoïde et d'une vésicule vitélique. Je pense que ça, c'est des choses que vous connaissez par l'embryologie. Les œufs sont de type télolycite, vous connaissez les types d'œufs, alécite, oligolycite, télolycite, centrolycite, etc. Alors, le développement embryonnaire se fait en hors de l'eau. Le milieu aqueux ambiant est remplacé par le liquide amniotique dans lequel baigne l'embryon. Quelques cas de viviparité ont été signalés. En particulier, les embryons ont été trouvés dans des squelettes fossilisés chez les ichthyosauriens du Trias. La croissance est limitée mais ralentie avec l'âge. Les ichthyosauriens du Trias, vous avez ici le genre Ichthyosaurus. Dans le milieu aquatique, ici, c'était la viviparité. Alors, quelles sont les principales acquisitions des reptiles? Alors, les reptiles, par rapport au groupe antérieur, chez les reptiles, on a constaté qu'il y a un épaississement de la couche cornée de l'épiderme et une réduction quasi totale des glandes tégumentaires, ce qui entraîne une plus grande résistance à la déshydratation et qui permet la vie en milieu sec. Chez les reptiles, comme chez les hiérodèles, il y a un cou net qui assure une grande mobilité de la tête. Quand vous prenez un marguillard, entre la tête et le tronc, il y a un étranglement. Il y a derrière la tête, vous avez le cou qui correspond à cette zone étranglée et la présence de ce cou permet une mobilité beaucoup plus grande de la tête. L'apparition d'un palais osseux secondaire repoussant en arrière les coanes. Les coanes, ce sont les narines internes. Et la présence de coanes chez un vertébré est une indication d'une adaptation à la respiration aérienne. Les coanes, ce sont des narines internes. Ce sont les narines internes. Vous avez les narines externes, mais à l'intérieur, du côté du palais, vous avez d'autres orifices qui donnent accès au palais et qui correspondent aux coanes. Alors, ce palais sépare une cavité respiratoire d'une cavité digestive, ce qui permet à l'animal de respirer tout en mordant ou en mastiquant. Il y a chez les reptiles une fermeture de la cage thoracique sur la ligne ventrale par un sternum. Il y a un sternum. Le sternum, c'est la pièce cartilagineuse du squelette qui relie ventralement les côtes. Il y a un sternum ici qui relie ventralement les côtes. Et c'est une pièce cartilagineuse. Mais chez les serpents, le sternum n'existe pas. Il n'y a pas de sternum, les côtes sont libres. Et ainsi, le serpent peut se déplacer. Il peut se déplacer à grande vitesse grâce à la musculature qui est très abondante en général. Mais il y a aussi le fait que les côtes ne sont pas réunies ventralement par un sternum. Donc ce sont des côtes libres. Donc les côtes libres bougent à l'intérieur du corps. Et en s'aidant de cette musculature abondante, vous avez donc les serpents qui peuvent bouger très rapidement. Alors, on a chez les reptiles une communication poumon-cavité pharyngienne par une trachée artère. Il y a séparation des sangs oxygénés et carbonatés meilleure que chez les amphibiens, parce que chez les amphibiens, au niveau ventriculaire, ces courants sont mélangés. Mais ici, vous avez une cloison atriale et une cloison ventriculaire. Donc,
les courants sanguins oxygénés et carbonatés sont presque bien séparés au niveau cardiaque, surtout chez les crocodiliens. Chez les non-crocodiliens, il y a la cloison ventriculaire qui est incomplète. Donc à ce niveau, au niveau ventriculaire, on peut avoir des mélanges de sang oxygéné et carbonaté. Mais on reviendra sur ça plus tard. Alors vous avez l'apparition d'un néopallium dans le téléncéphale par concentration de neurones qui s'organisent en aires se rapportant à des réceptions particulières. Vous avez ici des aires sensorielles et commandant des réponses adéquates. Il y a l'apparition des nerfs crâniens 11 et 12. Bon, jusqu'ici, on avait les nerfs crâniens 1 à 10. Donc, il apparaît chez les reptiles. En plus des 10 nerfs crâniens, il y a encore 2 autres paires de nerfs. Donc, ça fait 12 paires de nerfs crâniens. Et ces 12 paires, évidemment, vont se conserver chez les oiseaux et chez les mammifères. Alors ici, les reins sont du type métanéphros. Vous voyez là, c'est un rein un peu plus évolué que celui des amphibiens, puisque les amphibiens et les groupes antérieurs, le rein fonctionnel de l'adulte était un mésonéphros. Et là, vous avez un métanéphros qui est le rein fonctionnel de l'adulte. Et c'est ce métanéphros qui va être conservé aussi chez les oiseaux et chez les mammifères. Alors le canal de Wolff devient le spermidute. Le rein, il y a aussi le pénis qui est érectile. Et vous connaissez le pénis? Bon, donc le pénis il est érectile. Alors il y a un développement de l'œuf hors de l'eau. Donc vous voyez ici, on n'est plus, le développement ne se fait plus dans l'eau, mais il y a une possibilité d'un développement des œufs hors de l'eau. Donc il y a une libération vis-à-vis du milieu aquatique. Bon, pour la classification, là aussi, on va s'arrêter. Donc, on reviendra.